Bienvenue dans le débat. La France amorce-t-elle un retrait ou un redéploiement de certaines de ses forces engagées au Niger? Des discussions ont été engagées. 1500 soldats français seraient déployés dans le pays. Les généraux qui ont pris le pouvoir par un coup d'État le 26 juillet ont dénoncé début août plusieurs accords de coopération militaire avec Paris. La France continue de condamner les putschistes et d'appuyer les efforts des pays de la région pour un retour à l'ordre constitutionnel. Elle ne reconnaît que Mohamed Bazoum et son gouvernement, c'est ce qu'a affirmé Olivier Véran aujourd'hui. Mais la mission des forces armées françaises de lutte contre les djihadistes ne peut plus être assurée, a ajouté le porte-parole de l'Élysée ce matin. Alors que va-t-il se passer au Niger? Les militaires français vont-ils se retirer en partie ou bien se redéployer? Quel est aujourd'hui finalement le rôle de la France au Sahel? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Dominique Trinquant. Bonsoir. Bonsoir. Ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Bienvenue à vous dans le débat. Sidi Kaba est à mes côtés. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et écrivain, président du Centre international de réflexion et d'études sur le Sahel. Bienvenue à vous. Christophe, vous êtes également auteur, je tiens à le signaler, Sédic, auteur de Mali, Sahel, notre Afghanistan à nous. Ça, c'est le titre de votre livre. On le voit apparaître à l'écran. Christophe Boisbouvier est avec nous ce soir, directeur adjoint de RFI en charge de l'Afrique. Bienvenue. Et puis nous avons par Skype Hélène Conway-Mouret, bonsoir, sénatrice des Français de l'étranger, membre de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des Forces armées. Bienvenue à vous. Avant de démarrer ce débat, je vous propose d'abord de faire un point en images avec Florence Gaillard. Par le journal Le Monde. Après avoir rejeté jusqu'ici toute idée de départ, la France reconnaît discuter avec le Niger au sujet du retrait d'une partie de ses effectifs. Des échanges sur le retrait de certains éléments militaires ont commencé. La question du maintien de certaines de nos forces se pose. Selon une source française proche du dossier, la question se pose car depuis le coup d'État du 26 juillet dernier, la coopération antiterroriste est interrompue. Les discussions ne seraient d'ailleurs menées qu'entre militaires, pas avec la junte au pouvoir, car Paris continue à ne pas reconnaître le gouvernement issu du putsch. Au total, quelques 1500 soldats français sont déployés au Niger dans le cadre de la lutte antiterroriste sur 3 bases. À Niamey, à Oualam au nord de la capitale et à Ayoru près de la frontière avec le Mali. Certaines unités pourraient être redéployées dans la région, notamment au Tchad voisin, ou directement rapatriées en France. Pour l'ancien président François Hollande, si retrait il n'y a aucun échec à y voir. Où est le problème? Quel est le mal? Le fait de se retirer ne pose aucune difficulté de principe, ni aucune remise en cause d'une influence quelconque. Des échanges entre Paris et Niamey sur le retrait des troupes françaises avaient déjà été évoqués lundi par le Premier ministre nigérien, nommé par la junte. Il avait aussi évoqué les sanctions économiques imposées par la CEDEAO et disait être en passe de parvenir à une solution. Nous avons bon espoir dans quelques jours de parvenir très rapidement à une entente pour que toutes ces mesures soient levées. Mais ce mardi, la communauté lui a répondu et elle reste intransigeante. La position de la CEDEAO reste la même. La libération du président Mohamed Bazoum, dont vous savez qu'il a été pris en otage, et le rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel. L'organisation ouest-africaine refuse toute discussion sur une durée de transition avec les putschistes et a brandi plusieurs fois la menace d'une intervention armée. Allez, on va écouter tout de suite Olivier Véran, le porte-parole de l'Élysée. C'était ce matin. D'une part, nous condamnons toute prise de pouvoir par les putschistes. D'autre part, nous appuyons les efforts des pays de la région pour parvenir à un retour à l'ordre constitutionnel. Les seules autorités du Niger que nous reconnaissons, comme l'ensemble de la communauté internationale, sont le président Mohamed Bazoum et son gouvernement. Sur la présence de nos troupes, il est important de rappeler qu'elles sont là à la demande des autorités du Niger pour les appuyer dans la lutte contre les groupes armés terroristes et pour mener des actions de formation. Aujourd'hui, cette mission ne peut plus être assurée puisque nous n'avons plus d'opérations menées conjointement avec les forces armées nigériennes. Je veux vous dire qu'il y a des échanges de coordination fonctionnelle qui existent localement entre militaires pour envisager le redéploiement des mouvements de moyens militaires français immobilisés depuis la suspension de la coopération antiterroriste. Christophe Boisbouvier, la France reste ferme face à la junte, on le voit bien sur le maintien de son ambassadeur et sur le fait qu'elle ne reconnaît pas les autorités au pouvoir, mais change-t-elle de cap sur la présence des militaires? Oui, je pense que la France marche sur deux pieds, un pied militaire et un pied politique.
Sur le pied militaire, elle est devant un principe de réalité qu'avait déjà énoncé la ministre Colonna dimanche dernier dans Le Monde. Il n'y a plus de coopération possible France-Niger dans la lutte antiterroriste. Donc les forces militaires françaises sont maintenant au point mort, ne servent plus à grand-chose sur le terrain, d'où le retrait à venir d'un certain nombre de chasseurs-bombardiers, de drones et d'hélicoptères. En revanche, elle continue de marcher aussi sur un pied politique, qui est que sur le plan politique, il n'y a toujours pas de discussion avec les putschistes. Il y a toujours la confiance qui est donnée au président séquestré, Mohamed Bazoum, et il y a toujours la demande de la part, le soutien de la France à la demande de la CEDEAO, qui a été réexprimée aujourd'hui sur France 24 de façon très ferme par le commissaire aux affaires politiques de la CEDEAO, le retrait des putschistes, le retour à l'ordre constitutionnel, la libération de Mohamed Bazoum et le rétablissement de celui-ci dans ses fonctions. Sidi Kaba, donc techniquement, il n'y avait plus de coopération, c'est ce que dit le porte-parole, entre militaires nigériens et français dans la lutte antiterroriste. C'est un peu ça le déclencheur de ce qui va se passer sur un plan militaire? Oui, il faut retenir que lorsque la France a quitté le Mali, elle a tiré les enseignements de l'intervention au Mali et au Niger. Elle a construit ce qu'on appelle un partenariat de combat, c'est-à-dire que les unités françaises et nigériennes combattent ensemble et il est même arrivé que des forces des armées françaises soient sous commandement nigérien, comme on a pu le voir dans le cadre de l'opération Almao. À partir du moment où les événements du 26 juillet sont arrivés, cette possibilité de travailler ensemble s'est arrêtée, puisque les autorités, chaque autorité militaire obéit au pouvoir politique de son pays. Au Niger, les autorités politiques, de fait, ont décidé que le Niger ne participerait pas à des opérations conjointes avec la France. Donc cela s'est interrompu, mais il était nécessaire de maintenir des arrangements opérationnels puisque les militaires français et nigériens visent dans les mêmes casernements. S'ils ne se parlent pas, des incompréhensions peuvent se passer. Donc ces arrangements opérationnels ont été maintenus et les discussions se sont justement poursuivies. D'ailleurs, il y a eu un premier... les discussions se sont toujours poursuivies. Non, les relations opérationnelles et les discussions entre les soldats, les militaires français et nigériens ne se sont jamais arrêtées. Dominique Trinquant, 1500 militaires français donc au Niger, répartis entre trois bases, Niamey, Oualam au nord et Ayoru, près de la frontière justement du Mali. On va voir la carte. Est-ce qu'on se dirige vers un retrait partiel ou un redéploiement de cette armée française? Comme cela vient d'être dit, les militaires français ont dialogué en permanence avec les militaires nigériens. Avec les changements de structure, il faut remarquer d'ailleurs que le chef d'état-major de l'armée nigérienne actuelle est l'ancien commandant des forces spéciales. Et les forces spéciales, c'est celles qui s'engageaient avec les Français. Donc ils ont toujours discuté entre eux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ces déploiements correspondent à la demande du Niger. Lorsque la France a dit... notre aide, on vous la prête, sous quelle forme? Le Niger a exigé que des forces françaises soient sur les bases opérationnelles près du Mali et séparées de Niamey. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas toutes les forces au Niamey. Et depuis, effectivement, un mois, les bases qui sont près du Mali et ailleurs ne servent plus à rien. Et donc, il y a deux problèmes qui se posent. Le premier problème, vous avez raison de le souligner, les drones, les avions, ça fait un mois qu'ils sont au sol, qui servent à rien. Ça nous coûte très cher au passage. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les rapatrie? Où est-ce qu'on les met? Voilà, ça c'est la première question. Et la deuxième question, c'est les bases qui sont presque des zones de tension en fait. Et c'est ces soldats français qui restent inactifs dans des bases qui sont des bases nigériennes en fait. Les Français sont dans des bases nigériennes. Eh bien, il y a qu'est-ce qu'on en fait? Où on les met? Comment on va travailler ensemble. Moi, ce que j'ai trouvé très intéressant dans l'annonce du Premier ministre qui a été nommé par les putschistes, c'est qu'il a parlé d'une coopération future avec la France. Et ça, c'est un sujet intéressant. Ça veut dire qu'on ne ferme pas toutes les portes. Donc, il y a room for improvement, comme on dit en anglais. Il y a peut-être un espace de discussion. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que les militaires se parlent depuis le début. Et comme vous le disiez justement, il y a un pied militaire et un pied politique. Politique, c'est les principes. Le pied militaire, c'est le pragmatisme. Qu'est-ce qu'on fait là où on est? Hélène Conway, votre réaction justement sur ces différentes annonces. Est-ce que le retrait des militaires français, ou en tout cas un redéploiement des militaires français au Niger, est souhaitable?
D'abord, redéploiement où et pour quelle mission? Je crois que cela vient d'être exprimé très, très clairement. Aujourd'hui, nous sommes présents dans le Sahel pour lutter contre les groupes terroristes. À partir du moment que le Burkina Faso, le Mali et demain peut-être le Niger, qui sont quand même malheureusement les terrains d'action de ces groupes, sont fermés, moi je questionnerais simplement même le redéploiement au Tchad ou ailleurs, puisque les missions pour lesquelles nos soldats sont envoyés au Sahel, eh bien, n'ont plus lieu d'être. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut passer dans la phase suivante, à savoir que nous avons une présence qui était souhaitée par un certain nombre de pays pour des missions très clairement définies. Celles-ci, aujourd'hui, ont changé. Et donc, il faut questionner notre présence, sous quelle forme, et en effet, avoir un dialogue permanent pour nous projeter dans l'avenir et peut-être, en effet, demain, un partenariat avec l'armée nigérienne pour ce qui, d'ailleurs, marchait bien jusqu'à présent au Niger, à savoir des soldats français qui travaillent avec les forces locales. C'était le cas également au Burkina, puisque nous avions des militaires français en uniforme locaux. Donc je crois qu'il faut redéfinir et passer à la phase suivante. Et je crois que le volet politique aujourd'hui est un blocage, puisque malheureusement nous avons une France qui est encore très visible et qui aujourd'hui est ciblée et permet à la junte qui a pris le pouvoir d'essayer de faire en sorte que la population s'érige contre une présence étrangère qui est la nôtre. Contexte compliqué, Christophe. Est-ce que justement vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Hélène Conway? Est-ce qu'il y aurait un redéploiement possible au Tchad ou pas, ou carrément un rapatriement en France? Au Tchad, il y a déjà 1500 soldats, c'est ça, français, dans le pays. Et où est-ce qu'effectivement il faudrait miser sur un partenariat, ce que vient de dire la sénatrice, avec le Niger aussi, un nouveau type de partenariat? Alors sur le plan technique, je parle sous le contrôle du général. Il va réagir aussi. Mais il y a plusieurs choses. Il y a les chasseurs bombardiers. Bon, ils étaient environ 3, ça dépend des jours et des semaines, mais ils étaient environ 3 sur Niamey. Ils vont aller soit sur N'Djamena, soit sur la France. Les drones Reaper, ils étaient 4, avec leur base au sol, puisque vous le savez bien, il y a des pilotes de drones qui sont... alors eux, ils vont tous partir. Sans doute en France. Ce qui veut dire, c'est assez compliqué sur le plan logistique, parce que ça veut dire qu'il faut les transporter dans un convoi logistique qui va quitter Niamey et qui va aller jusqu'à la mer, donc a priori jusqu'à Cotonou. Ça va être assez compliqué à monter. Peut-être un transit via le Bénin. Voilà. Et d'où les discussions dont on parle depuis quelques jours. C'est-à-dire que ça demande des discussions techniques entre officiers français et nigériens. Quel volume on déplace, dans quel délai tout ça s'en va. C'est nécessairement des discussions pragmatiques entre militaires des deux côtés. Et puis à terme, qu'est-ce qu'il y aura au Niger? Le Niger, le Burkina, le Mali, c'est pas des pays de tradition de présence militaire française depuis l'indépendance. C'est plutôt des pays où d'habitude les Français ne sont pas militairement. C'est plutôt des pays différents de ce qu'il y a à Dakar, à Abidjan, à Libreville et au Tchad, c'est-à-dire une base militaire quasi pérenne. Pas au Tchad, mais c'est du provisoire qui dure au Tchad. Mali, Niger, Burkina, c'est des pays où on n'avait pas l'habitude de voir des Français jusqu'aux années 2010-2013. Donc on retrouverait les anciennes habitudes. C'est un peu ça, Général Trinquant. Oui, mais c'est très intéressant parce qu'effectivement, aujourd'hui, le discours anti-français fait florès un peu partout. Mais ces pays n'étaient pas habitués avec des forces françaises. Elles ne sont venues que parce qu'ils étaient en danger et qu'ils ont réclamé la présence française. Ça a commencé par le Mali, bien sûr, mais le Burkina Faso, la force SAP qui était présente également, et le Niger, ça a été exprimé. Le Tchad, la position est un peu différente, et bien sûr, elle est complètement différente quand vous êtes à Libreville, à Abidjan ou à Dakar. Avant même les événements du Niger, avant les événements du 26 juillet, il y avait une réflexion qui était en cours pour savoir quelle forme prendrait la présence militaire française au Sahel. À partir des éléments, des leçons, des enseignements tirés au Mali, il était espéré un élargissement de la coopération au-delà du Sahel aux pays du Golfe de Guinée
le Bénin, le Togo, sans doute la Côte d'Ivoire et le Ghana, dans le cadre d'une sorte de coopération militaire à la carte. C'est-à-dire à la demande du pays. Un pays peut demander du renseignement, il va lui être fourni. Un autre va demander de la formation, un autre va demander de l'équipement. Donc, la France. Et qu'est-ce que pourrait demander le Niger là, dans de telles conditions? En tout cas, le Niger, à l'accession du président Bazoum en avril 2021, avait dit qu'il était plus demandeur d'équipement que d'une présence en homme. Et je crois que les discussions étaient en cours pour savoir s'il faut renforcer les équipements. Parce qu'un des problèmes de toutes ces armées, je parle sous le contrôle général, c'est la question de la mobilité. Et le problème du vecteur aérien, vous savez, ce sont des zones qui sont difficilement praticables. Quand il y a eu l'attaque d'Inates, par exemple, pour envoyer du renfort de Tillabéri à Inates, environ 100-120 km, ça a pris 4 heures de temps. Parce qu'il n'y a pas de moyens de mobilité, des hélicoptères de combat, des hélicoptères de transport de troupes. Et de ce côté-ci, il y avait une valeur ajoutée qui était apportée par la France. Et la question aussi du partage de renseignements, de l'assistance médicale, de l'évacuation des blessés. Donc ça veut dire qu'il faut tout remettre sur la table. C'est un peu ça, en fait, aujourd'hui, ce qu'il faut se dire. Oui, alors, c'était déjà remis sur la table. Malheureusement, au printemps, je le rappelle, quand le président de la République est allé en Afrique, il a mis sur la table une réforme des bases. Et là, on parle des bases, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, Gabon et Sénégal. Et il devait y avoir une diminution de moitié à peu près des effectifs. Et les bases, moi, quand j'étais au Gabon, on m'avait dit, mais la base française, elle va devenir une base gabonaise, dans laquelle il y aura des Français qui coopéreront. Donc déjà, pour diminuer la visibilité des éléments de sécurité français. Mais le Niger devait être aussi une nouvelle base. Mais le Niger, c'est un autre sujet, comme vous le disiez. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger, c'est un autre sujet, puisque c'était des forces qui étaient envoyées pour combattre. Alors que les autres, c'est de la coopération, de la formation, etc. Là, c'est des forces de combat. Et là, effectivement, il faut évaluer de quoi ont-ils besoin de combattre. Du renseignement, de l'appui aérien. C'est vraiment le sujet qu'il faut poser aujourd'hui. Hélène Conway, quid de l'ambassadeur Sylvain Ité? Est-ce que ces jours sont comptés? Pour l'instant, il est maintenu, puisque la France ne reconnaît pas, encore une fois, les putschistes au pouvoir. Oui, alors, moi, j'étais très... J'étais pour son maintien, parce que, dans un premier temps, en effet, la France a tenu un discours de fermeté et quelque part a entraîné nos alliés dans ce positionnement pour soutenir la CEDEAO et puis bien sûr soutenir le président Bazoum qui fait preuve d'un immense courage puisqu'il est quand même séquestré depuis quelques semaines dans des conditions qui ne sont pas très confortables. Mais le temps passant, ce que nous observons, c'est que la France est de plus en plus isolée puisque nos partenaires européens notamment et les Américains également, sont beaucoup moins vocaux que nous pouvons l'être. Et donc, nous nous retrouvons de fait la cible aujourd'hui sur le plan politique d'un sentiment anti-français qui est attisé par la junte, ce qui lui permet de faire oublier l'impact des sanctions et la diminution des salaires, par exemple, des fonctionnaires, l'augmentation des prix, parce que les sanctions ont un impact, bien évidemment, sur le coût de la vie. Et donc, il faut un bouc émissaire, et la France, parce qu'elle continue à jouer le rapport de force sur un territoire qui n'est pas le nôtre, et que nous allons forcément perdre, se retrouve aujourd'hui, je crois, dans une position très inconfortable. Donc, autant je pensais que, en effet, symboliquement, le fait que notre ambassadeur reste au Niger était important, autant je pense qu'aujourd'hui, son maintien fait que nous sommes de plus en plus isolés, nous sommes de plus en plus la cible des uns et des autres, et qu'il est temps de partir. L'ambassadeur peut être rappelé par Paris, le faire de façon tout à fait diplomatique et correcte, et faire en sorte qu'on passe à autre chose, parce que je pense que sa présence focalise ce rapport de force dans lequel la junte veut nous engager, et nous sommes les seuls à rester sur place, à vouloir jouer ce jeu-là, qui est plutôt un jeu perdant-perdant pour nous, notamment pour les discussions à venir et les partenariats que nous devrons avoir avec ce pays dans l'avenir. Je voudrais juste rajouter un point sur la conversation précédente. C'est vrai que nous avons été invités par le Mali à venir en 2013, nous avons été invités par le Burkina Faso. Nous nous sommes quelque peu imposés au Niger quand il y a eu un redéploiement de la force Barkhane.
mais nous étions quand même invités. Et aujourd'hui, nous sommes invités à partir. Donc, je crois qu'il faut entendre les invitations quand elles sont formulées. Alors justement, réaction peut-être à Christophe Boisbouvier sur ce que vient de dire la sénatrice. Est-ce qu'effectivement, il faudrait que est-ce que finalement, il va finir par partir, tout simplement, l'ambassadeur de France? Je crois que l'équation d'Emmanuel Macron, qui vraiment s'implique beaucoup personnellement dans cette affaire, puisqu'il est régulièrement au téléphone avec son homologue nigérien Mohamed Bazoum, il y a une vraie relation de proximité entre les deux hommes depuis beaucoup d'années en plus. Hein. Je pense que l'équation pour Emmanuel Macron, c'est comment revenir au pragmatisme, c'est-à-dire en effet songer un jour à rapatrier l'ambassadeur, sans donner l'impression de lâcher Mohamed Bazoum. C'est ça l'équation. C'est ça l'équation. Et c'est pas simple. Mohamed Bazoum, rappelez-le, peut-être Sidique, hein, vous pouvez en dire un mot, il est quand même il est dans une enceinte du palais à Niamey, c'est ça sa situation avec sa femme, avec son fils, et interdiction d'en sortir et de recevoir qui que ce soit, c'est ça sa situation aujourd'hui? Oui, oui, exactement. Il y a le palais présidentiel, il y a la résidence du président de la République. Le président Bazoum est depuis le 26 juillet retenu dans la résidence présidentielle avec son épouse et un de ses enfants. Et dernièrement, les conditions un peu de cette rétention se sont dégradées puisque l'électricité est fournie à intermittence et l'eau aussi arrive à intermittence. Mais pour dire... Il ne renonce pas. Il ne renonce pas. Je pense que il y a un... Comment dire? Il l'a pris comme une question d'orgueil personnel. Le renoncement rendre sa démission alors que il estime n'avoir pas... fait une, comment dire, le pays n'est pas dans une situation de blocage parce que historiquement, le Niger a connu deux coups d'État en 96, en 99 et 2010. C'était à chaque fois quand il y avait un blocage politique et l'armée est intervenue comme arbitre pour remettre le compteur à zéro. On n'est pas dans ce cas de figure, même si la question de la gouvernance aujourd'hui, les 12 années de gouvernance depuis Issoufou pose problème. Mais à mon avis, comme il a été dit par les orateurs précédents, la question de Sylvain Ité est devenue kafkaïenne. Aujourd'hui, sa présence n'a aucun sens, n'a aucune signification. Parce que si vous connaissez bien la configuration de Niamey, l'ambassade et la résidence de l'ambassadeur sont séparées. Si vous êtes s'il est dans la résidence, c'est qu'il ne peut plus aller à l'ambassade. Et s'il est à l'ambassade, c'est qu'il ne peut plus aller à la résidence. Parce que dès lors qu'il sort du territoire français, il peut justement faire l'objet d'une mesure d'expulsion de la part des autorités nigériennes qui ont pris un arrêté pour consacrer cette mesure d'expulsion et qui a été même, comment dire, judiciarisée puisqu'il y a une ordonnance qui a été rendue par le tribunal hors classe de Niamey demandant l'expulsion de Sylvain Ipé. Donc, on est dans une situation kafkaïenne, je pense que... Kafkaïenne, vous dites. Kafkaïenne, bien sûr. Et il faut en sortir et il faut que, sans doute, sans que Macron perde la face, puisque, à mon avis, dans tout ça, il y a aussi cette posture de diplomatie verticale du président Macron qui décide et que les autres exécutent. Mais alors justement, Général Trinquant, est-ce qu'il y aurait une intervention militaire de la CEDEAO? Est-ce qu'elle serait possible? On a vu que le responsable de la CEDEAO qui a été interviewé sur France 24 restait quand même très ferme. Donc est-ce que ça peut s'envisager? Écoutez, la junte n'a pas bougé. Et la préparation d'une action militaire de la CEDEAO a pour but de faire bouger la junte. En leur disant ça n'est pas une plaisanterie. Alors évidemment, tout le monde s'imagine que quand il y a une décision comme ça, en 48 heures, ça va se mettre en route. C'est pas si simple que ça. Je rappelle que les contingents de la CEDEAO qui sont prêts à intervenir, c'est le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal et le Bénin. Et tout ça, c'est des forces qui n'ont pas agi ensemble pour l'instant. Et donc, il faut faire la montée en puissance, ce qu'on appelle la montée en puissance, ensuite les réunir et appliquer un plan d'opération. Donc je pense que tout ceci est en train de se mettre en route et le but, c'est de tenir le bâton en demandant d'avoir une vraie négociation. La vraie négociation, c'est quoi? La première réaction de la junte, ça a été dire on garde le pouvoir pour 3 ans et puis on verra après. En gros, donc c'était la réplique de ce qui s'est passé au Mali et au Burkina. Et là, le président nigérien a dit bah, chez moi, ça s'est passé en 9 mois, pourquoi ça ne se passait pas en 9 mois? Donc on va voir s'il y a une négociation. Le Premier ministre lui-même a dit qu'il y avait des négociations en cours et qu'il avait bon espoir. Je trouve que c'est intéressant que ce soit le Premier ministre qui prenne la main et non pas le général Tiani. Le général Tiani qui, au passage, est très contesté au sein de la junte. Et donc le fait que
ce soit le Premier ministre, montre une ouverture. Et j'ai trouvé que son discours était intéressant de ce point de vue-là. C'est dit qu'il pourrait y avoir une intervention militaire de la CEDEAO. C'est encore à l'ordre du jour, ça? Oui, encore officiellement, la CEDEAO en parle, mais il faut évaluer aussi les risques d'une intervention. Le Niger est quand même voisin de la Libye. On sait ce que l'intervention de l'OTAN a donné. Il y a aujourd'hui une résistance, au-delà même des gens qui sont favorables à la junte. L'intervention est considérée comme la ligne rouge à ne pas franchir. Il y a une mobilisation aujourd'hui contre cette intervention parce que beaucoup redoutent les conséquences que ça peut avoir et craignent que le remède ne soit pire que le mal, parce que l'enjeu ici, c'est de rétablir la démocratie. Mais si on rétablit la démocratie dans le chaos, on ne pourra pas en jurer. Et aujourd'hui, il y a cette crainte. Et à mon avis, comme il a été dit, le Premier ministre de transition a dit que les fils du dialogue avec la CEDEAO ne sont pas rompus. Il y a eu 4 échanges. Et aujourd'hui, à mon avis, ce qui donne un peu, réconforte les camps de la solution politique et diplomatique, c'est aussi l'entrée en jeu des chefs religieux, des chefs traditionnels dont l'influence est très forte à la fois au Niger et au Nigeria. Donc là, vous avez l'impression qu'il y a plus de négociations, plus de place à une discussion en ce moment? La discussion est possible, elle est la meilleure option. Et quand on voit la relation si spécifique qu'il y a entre le Niger et le Nigeria, 1500 km de frontières, et sur les 8 régions du Niger, il y en a 5 qui sont frontalières du Nigeria. Il y a des populations de part ou d'autre, les Haoussa, les Arma, les Peuls, les Kanouris, qui ont des familles de part et d'autre. Je crois que l'enjeu va au-delà de l'intervention. C'est la nécessité aussi de préserver des liens qui seront nécessaires dans la durée entre ces deux peuples. Hélène Conway, justement, sur cette question d'une intervention militaire possible de la CEDEAO. Moi, ce qui me gêne dans la situation actuelle et à venir, et j'espère que nous n'aurons pas à voir le scénario qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que la junte instrumentalise et utilise la population. Et alors là, s'il y avait une intervention militaire, je crains qu'il y ait un carnage. Et donc, j'espère que aujourd'hui, la population, les réseaux sociaux, il faut voir ce qui sort sur ceci. La junte instrumentalise notamment la présence de la France, et c'est pour ça que dès que nous pourrons sortir et finalement ne plus être la cible de leur courroux, sera très bien. Mais je crains que la population, avec le temps, s'habitue à finalement ce pouvoir qui se donne une légitimité souverainiste et qui est en train de s'enquister. Et j'espère que demain, cette population ne sera pas utilisée finalement pour repousser ceux qui viendraient la libérer. On va écouter le porte-parole du Pentagone, parce qu'il y a aussi une base américaine au Niger. Du point de vue des États-Unis, encore une fois, et de manière générale, à travers le gouvernement américain, nous restons engagés avec divers partenaires, y compris la France, la CEDEAO et d'autres, pour évaluer la situation au Niger au fur et à mesure qu'elle continue d'évoluer. Mais notre objectif principal est d'essayer de résoudre ce problème diplomatiquement, tout en reconnaissant que nous avons une mission importante de lutte contre le terrorisme dans la région. Christophe Babouillet, quel est le rôle, quel est le positionnement des Américains? Les Américains, aussi, 1000 militaires. Les Américains sont un peu au balcon. D'ailleurs, la présence de leur base sur l'aéroport de Niamey, tout près de la base du Niger et de la base de la France, n'est pas remise en cause par les putschistes. Donc, ils sont dans ça, il y a une stigme. Parce que les putschistes ont la prudence de dire si on se coupe de la France, on ne va pas se couper en plus des Américains. Ils ne sont pas encore accueillis les Russes à bras ouverts. Ils sont assez prudents de ce point de vue-là. Pour revenir à la question précédente, est-ce que la CEDEAO pourrait intervenir ou pas? Alors, il y a beaucoup, en effet, d'acteurs politiques, à commencer par les Américains, d'ailleurs, les Algériens... On en parlait, là, à l'instant, justement, sur le Pentagone. Les Chinois, il y a beaucoup d'acteurs qui disent non, il faut pas d'intervention militaire. Je pense qu'en fait, les pays qui ont vraiment la main, c'est les pays côtiers, c'est les pays voisins du sud du Niger. Parce que historiquement, économiquement, commercialement, les relations du Niger, c'est beaucoup plus avec les pays du Sud qu'avec les pays du Nord, puisque les pays du Nord, c'est la barrière du Sahara. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Les Nigériens commercent beaucoup plus avec le Nigeria qu'avec l'Algérie. Voilà. Ou commercent beaucoup plus avec le Bénin qu'avec... Donc le Nigeria, le Bénin, ça fait partie... etc., qu'avec l'Algérie. Et je pense que, quoi qu'on dise, à la fin des fins, malgré toutes les
les mises en garde, attention, il ne faut pas intervenir, etc. Je pense que c'est ces pays-là de la CEDEAO qui auront le dernier mot. Or, ils ont la main, pourquoi? Ils ont la main sur le plan économique, parce qu'ils sont en train d'imposer un blocus économique au Niger, notamment le fameux blocus de l'électricité, qui commence à poser des sacrés problèmes au Niger. Et puis, le blocus commercial, bien sûr, c'est un pays enclavé, le Niger, il faut le répéter. Et puis, une éventuelle intervention militaire. Et s'il y a intervention militaire, elle viendra d'où? Elle viendra éventuellement du Bénin, mais elle viendra surtout du Nigeria. Hein, en fait, l'homme qui a la main en ce moment, qui a le dernier mot, c'est un certain Bola Tinubu, le président du Nigeria. C'est lui, président en exercice de la CEDEAO. C'est lui qui a vraiment la main. Voilà. Et qu'a-t-il en tête, lui? Et ce qu'il a en tête, il a en tête plusieurs choses. Et notamment, il y a quelque chose qu'il a en tête, c'est que si à chaque fois qu'il y a un coup d'État de militaire contre un président élu, ça marche, ça va devenir infernal pour les présidents des pays côtiers de la CEDEAO, que sont Bola Tinubu, Patrice Talon, Nana Akufo-Addo, Alassane Ouattara, Macky Sall, etc., etc. Sans parler de Sissoko Embalo, qui a lui-même déjà failli être renversé par un putsch militaire il y a un an. D'où une fermeté. Donc, il y a une vraie crainte, mais très simple, très naturelle de la part de ces chefs d'État de risquer d'être renversés par un des officiers de leur entourage. Donc, je pense que c'est un paramètre qu'il ne faut pas oublier de prendre en compte quand on répond à votre question. Général Trinquant. Oui, le deuxième point, que je reviens sur la position africaine, et merci de la souligner, je trouve qu'on oublie trop souvent dans cette crise démocratique, parce que c'est une crise démocratique en fait. Le Niger ne reconnaît pas une élection qui a eu lieu il y a 2 ans et qui n'avait pas posé de problème. C'est l'intervention des chefs traditionnels et des chefs religieux. Et effectivement aussi les liens familiaux, ethniques qui existent sur la frontière. C'est quelque chose d'extrêmement important que nous, de notre côté européen, on ne regarde pas trop, mais qui pourtant a beaucoup d'influence. Et quand les systèmes se bloquent comme ça, eh bien, il y a des rouages qui se remettent en route et qui permettent le dialogue. Et d'ailleurs, il faut noter que même le Nigeria, le premier négociateur qu'il a nommé, c'est en fait un chef religieux du Nigeria qui est allé à Niamey pour négocier. Et je crois qu'il faut laisser aussi ce canal de communication produire ses effets. Carte du Nigeria. C'est exact. Les lignes bougent. Le président Tinubu n'a pas les mains libres. Lui-même est sous la pression d'une partie de son opinion publique. On sait que le Sénat du Nigeria avait, dans un premier temps, refusé toute intervention en disant au président « Vous n'avez pas encore épuisé toutes les voies de la solution diplomatique ». Et c'est l'entrée en scène des chefs religieux et chefs traditionnels qui a permis de faire bouger les lignes. Puisque, comme vous savez, la première délégation de la CEDEAO est restée à l'aéroport de Niamey. La deuxième délégation, lorsqu'elle est revenue, elle a pu rencontrer le général Tchiani et elle a même rendu visite au président Bazoum sur son lieu de détention, parce que à ce niveau-là, les chefs religieux, les chefs traditionnels ont fait évoluer des positions. Donc, les lignes bougent encore, c'est difficile. Le compromis, les positions sont très éloignées les unes des autres, mais tant qu'on se parle, il y a toujours un espoir. Il pourrait y avoir un retour de Bazoum. Oui, et en tout cas, il faut un schéma de crise. Là, si vous remarquez, vous avez parlé de la position américaine. Les Américains sont très prudents. Ils disent, nous souhaitons un retour à l'ordre constitutionnel normal au Niger, un point. Les Français et une partie de la communauté internationale nous disent, nous souhaitons un retour à l'ordre constitutionnel avec le président Bazoum. Donc là, on a une petite nuance dans les prises de position. Et les Américains, comme vous avez rappelé, les Américains ont une position un peu médiane, en se disant, bon, ils sont tétanisés par l'arrivée éventuelle de la Russie et de Wagner. Et ils ont parlé avec la junte, ce que la France n'a pas fait. Ils ont envoyé une envoyée spéciale du président Biden est arrivée à Niamey. Elle a pu parler avec le général Salou Barmou, chef d'état-major de l'armée, a discuté et a dit, nous, ce que nous n'accepterons pas, c'est l'arrivée de Wagner et de la junte, mais pour le reste, on peut discuter, voir comment les choses pourraient évoluer. Gérald Trinquant, où sont les Américains? Oui, non, mais les Américains, ils sont au balcon, tout à fait, ils regardent. De toute façon, ils ne peuvent pas... Ils regardent, mais enfin, ils ont pas un émissaire, ils ne peuvent pas le regarder. Non, mais ils ont un problème juridique chez eux. Ils ne peuvent pas dire qu'il y a un putsch. S'il y a un putsch, ils rapatrient automatiquement là-bas et ils retirent tous les budgets. Donc déjà, ils sont bloqués de ce point de vue-là. Et le deuxième point, c'est assez facile de laisser les Français, boucs émissaires habituels, se dépatouiller avec les affaires. Mais moi, ce que je rappelle toujours... Il n'est pas question que... Non, mais il n'y a pas la position de la France. Il y a la position de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEDEAO. Et la France ne fait qu'appliquer ses
décision, c'est-à-dire retour à l'ordre constitutionnel, avec, si ça ne marche pas, une opération militaire, mais on privilégie la négociation d'abord. Donc quand on parle de la position particulière de la France, même les Russes ont voté la déclaration présidentielle du Conseil de sécurité disant retour à l'ordre constitutionnel. Donc c'est dire que tout le monde que ça veut dire beaucoup de choses. Comment ? C'est dire que ça veut dire beaucoup de choses. Oui, c'est pas très bien ce que ça veut dire. Les Russes, ils sont capables de dire ça et de faire le contraire. Hein. Hélène Conway-Mouret, peut-être justement votre réaction sur l'attitude des Américains, peut-être ? Écoutez, nous sommes très isolés, je l'ai dit tout à l'heure, et les Américains font partie de ceux qui aujourd'hui, quand on leur parle directement, nous demandent ce que nous faisons encore et pourquoi nous nous accrochons de cette façon alors que notre mission là-bas est terminée. Je crois qu'il y a différents enjeux, des enjeux commerciaux, des enjeux politiques. Ils sont très heureux, bien sûr, que nous faisions régner l'ordre sur les territoires, donc dans cette région, mais ne sont pas, je crois, malheureux finalement de nous voir partir, à condition bien sûr de ne pas être remplacés par les Russes. Il ne faut pas oublier que les États-Unis continuent à soutenir financièrement le Mali et le Burkina Faso, et vous n'avez pas oublié que ces deux pays-là récemment ont eu des rencontres avec les putschistes, je pense également pour les soutenir financièrement. Donc nous avons là des enjeux finalement qui sont divergents, et quelque part la France se retrouve à la croisée de ces différents tirs, que ce soit nos alliés américains, mais également je crois que nous n'avons pas beaucoup de soutien de nos partenaires européens. Je ne vais pas les nommer ici, mais je crois que quand notre ambassadeur rentrera, puisque c'était mon ancien directeur de cabinet, donc je suis en contact avec lui en permanence, on aura beaucoup de choses à dire, et peut-être de remettre un petit peu en question justement cette coopération européenne et le jeu que les uns et les autres finalement engagent, alors que nous attendons de la solidarité dans des moments de crise, mais qui ne s'expriment pas forcément. Une réaction peut-être, Christophe Boisbouvier, sur justement, pour en revenir au titre de cette émission, finalement, quel est le rôle de la France au Sahel aujourd'hui ? Parce qu'on dit, on doit rabattre, les cartes sont rebattues. Finalement, l'objectif au départ, en tout cas au Sahel, dans ces trois pays, Mali, Niger et Burkina, c'était de lutter contre le djihadisme. Le djihadisme a clairement pas disparu, puisqu'il y a même une 50aine de morts, me semble-t-il, aujourd'hui au Burkina. Donc le rôle de la France au Sahel... Depuis le départ des forces françaises. Depuis le départ des Français. Le rôle justement de la France, c'était ça au départ. Donc le rôle de la France au Sahel, maintenant, dans cette redéfinition, ça va être quoi ? Sur le plan militaire, je pense que les cartes doivent être complètement rebattues. Je pense que le rôle militaire de la France au Sahel... est très compromis, en tout cas pour un certain temps. En revanche, sur le plan politique, je pense que la France a plusieurs cartes à jouer. Je pense que avec le Mali et le Burkina, on a affaire à des coups d'État qui avaient, peut-on le dire, une certaine justification sécuritaire, parce qu'il y avait un échec patent des régimes civils, IBK et... Roch, merci Sédic, Roch Marc-Christian Caboret, par rapport à la question sécuritaire dans ces deux pays. Mais le Niger, c'est pas vrai. Le Niger, c'est pas vrai, puisque au contraire, la situation sécuritaire s'améliorait depuis l'arrivée de Bazoum au pouvoir 2 ans plus tôt. Donc il n'y a aucune justification sécuritaire de la part des putschistes du 26 juillet. Et je pense que s'il y a aussi ce bras de fer politique entre un certain nombre de pays de la CEDEAO et la France d'un côté et les putschistes de l'autre, c'est parce que ce putsch reste totalement incompréhensible. Oui, mais la France, en fait, c'est quoi ? Ça doit être quoi son rôle ? Non, je crois que la France peut accompagner le changement de paradigme qui est en train de s'opérer. Si on a échoué au Sahel, c'est aussi parce qu'on a mis le curseur sur la réponse sécuritaire et militaire. On a pensé que la question le défi sécuritaire au Sahel pouvait être résolu par la force armée, alors qu'il y a toute la dimension développement, la dimension cohésion sociale, la dimension gouvernance. Vous avez l'impression qu'Emmanuel Macron avait déjà mis un peu l'accent là-dessus. Non, pas assez. Pas assez, parce que jusqu'à présent, on a continué à dire qu'il faut acheter des drones, qu'il faut recruter 50 000 VDP au Burkina, qu'il faut commander des drones à la Turquie. Donc, on est resté dans l'option militaire et sécuritaire. Maintenant, il y a un volet développement qui est important. Parce que lorsqu'on dit qu'on a tué 3 000 djihadistes, les djihadistes en ont recruté 15 000.
Parce que le terreau est resté favorable au recrutement. Si on ne résout pas les questions du développement, l'activité des jeunes, par exemple, les questions de gouvernance... Donc il ne faut plus faire que du développement, c'est ça en fait? Il ne faut plus faire que du militaire et du sécuritaire. Il faut associer le militaire, le sécuritaire aux questions de développement, de gouvernance, à la question de la cohésion sociale et de la justice. C'était l'objet de l'Alliance pour le Sahel, pardonnez-moi. Mais l'Agence française de développement arrivait toujours avec les militaires, pour ce qui est des Français. Et ensuite, on a créé l'Alliance pour le Sahel, dans lequel les budgets européens arrivaient pour le développement. Donc, tous les militaires et tout le monde vous disait, le problème ne va pas être réglé militairement. Il faut du développement. Le problème, ce sont ces gouvernements-là, et vous parliez à juste titre à la fois du Mali et du Burkina Faso, où ils n'étaient pas capables simplement d'installer des préfets, des écoles, des juges, dans les endroits qui avaient été reconquis par les militaires. Ce qui fait que 3 mois après, les djihadistes étaient revenus avec les madrasas, avec les tribunaux islamistes, etc. Donc je pense que l'investissement a été fait, mais c'est l'investissement par les États qui n'a pas été fait. Simplement, c'est que souvent les modèles de développement n'ont pas véritablement tenu compte du contexte local. Peut-être. Parce que lorsqu'on, par exemple, c'est arrivé. C'était mal fait. Lorsqu'on vient distribuer des vélos à des enfants pour les dire d'aller à l'école dans des régions où il n'y a pas de piste cyclable, ça ne correspond pas. Donc il y a des exemples comme ça qui ont fait que le développement, parce qu'on n'a pas suffisamment pris en compte le contexte, là où il faut une maternité, on a construit une école, et là où il faut une école, on a construit. Donc, comme on n'a pas suffisamment intégré, en plus, il y a les lourdeurs chez les opérateurs, les grandes institutions, tout ça a favorisé le fait que le développement a pris du retard par rapport aux sécuritaires, aux militaires. Et ça peut changer, ça, vous pensez? Il faut que ça change. Parce que si on veut, la question du développement n'est pas simplement une question du développement humain au Sahel, ça fait partie de la solution. Si on ne résout pas la question du développement, on ne peut pas résoudre les défis sécuritaires au Sahel. Bien sûr. Ça fait partie de la solution, Hélène Conway-Mouret? Bien sûr, et ce qui fait partie de la solution, c'est d'abord la lutte contre la corruption et c'est la bonne gouvernance. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse africaine incroyablement talentueuse qui ne rêve que d'une seule chose, c'est de pouvoir vivre décemment, avoir un travail et rester dans leur pays de naissance et ne pas se retrouver à quémander un visa pour venir en Europe ou aller ailleurs, ou pire, partir par la route et se retrouver en Libye et essayer de traverser la Méditerranée. Donc aujourd'hui, nous avons en effet un terreau, et le terme est juste, qui est très propice à ce que des groupes terroristes ou pas terroristes, la plupart du temps, ce sont simplement des jeunes qui font du racket et qui vivent de cela et qui terrorisent les populations, mais parce qu'il n'y a pas d'espoir, parce qu'il n'y a pas de bonne gouvernance dans le pays. Et la France est accusée aujourd'hui d'avoir soutenu finalement des régimes en place pendant trop longtemps, qui étaient corrompus, où il n'y a pas une redistribution des richesses qui souvent sont abondantes dans ces pays, avec une population qui reste dans une pauvreté extrême. Et donc, c'est cela qu'il faut changer. Et aujourd'hui, nous sommes le bouc émissaire pour que la junte fasse oublier qu'elle a pris le pouvoir et qu'elle l'exerce de façon illégitime. Et demain, nous avons, je crois, vocation à essayer de faire en sorte que ces pays aient enfin des gouvernements qui permettent aux populations de vivre tout simplement correctement. Merci beaucoup Hélène Conway-Mouret d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Dominique Trinquant. Merci à Christophe Boisbouvier. Merci beaucoup Sédic Abba d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, en podcast également. Restez avec nous.